Bienvenue sur Let's Keep Focus, moi c'est Adrien. Et moi c'est Nino, nous sommes deux fanboys et nous allons vous exposer pas mal de carrières d'artistes de K-pop qui pour certains ont été un franc succès, Mais pour d'autres, des difficultés parfois insurmontables à franchir vers le sommet de la réussite. La plupart d'entre vous qui nous écoutent savent que la K-pop existe depuis les années 90, et beaucoup de groupes et de chanteurs ont pu voir le jour depuis. Certains ont marqué les générations passées, mais d'autres n'ont malheureusement pas été sous les feux des projecteurs. Avec le temps, les fans de K-pop ont fini par se détacher de ces groupes et artistes pour X raisons. Cela peut être dû à un manque de promotion et d'investissement venant des agences, mais malheureusement, la réussite n'a pas été sur le long terme. les tendances du type Y2K ou Girl Crush ont pris énormément de place dans les playlists des fans de K-pop et cela a un impact sur les anciennes générations qui se font oublier de plus en plus par les nouveaux fans. C'est pour cela que dans ce podcast nous allons nous pencher sur plusieurs groupes et artistes solo en vous présentant leur évolution, que ce soit sur leur image ou bien leur signature musicale. On commence fort avec une chanteuse de caractère et qui a su se faire une place dans l'industrie. Elle s'est fait une réputation hors du commun, même si les jugements et des années de galère financière ont impacté sa promotion musicale. Voici Jessie. En effet, elle navigue entre l'échec et la réussite au cours de sa carrière. Pour rappel, elle débute en 2005 avec un premier EP qui passe inaperçu à l'époque et reste peu active les années suivantes. Après un long hiatus, elle est de retour sur le marché coréen vers 2014-2015, là où son succès a réellement débuté. Elle a toujours été critiquée par son physique, dû aux multiples chirurgies esthétiques, mais aussi par son attitude provocante, qui sont donc hors des normes coréennes. C'est ce qui l'a mise en difficulté pour se familiariser avec la culture coréenne, car elle a vécu la moitié de sa vie en Amérique, d'où le fait que sa popularité est principalement hors de l'Asie, au vu de la similitude entre son image et celle des artistes américains puis européens. Grâce à ça, cela lui a permis de réaliser 2 tournées européennes en 2018 et en 2022. Au fil des années, elle a su acquérir un public friand de rap, R&B et de hip-hop US. En même temps, cela n'est pas difficile de succomber à ce style lorsqu'on voit sa signature artistique si singulière avec des bangers comme Kochi, Zoom ou bien Nunu Nana. Elle peut d'ailleurs remercier P-Nation de lui avoir permis d'avoir le budget et la promotion qu'elle mérite. Plus de la moitié de sa réussite provient de cette agence, même si malheureusement elle décida en 2022 de ne pas renouveler son contrat. Est-ce que P-Nation ne voulait pas faire partir Jessie en tournée et cela serait donc la raison de son départ? On peut se pencher sur cette idée-là, car bizarrement, durant octobre 2022, elle réalisa donc une tournée européenne, sans agence, et avec un organisateur de concert qui, au passage, lui a fait un sale coup. Pour résumer brièvement, elle s'est retrouvée sans hôtel entre son concert de Londres et celui de Paris. Mais finalement, elle a pu se débrouiller et trouver une solution. Cette situation a dû lui faire admettre que travailler en solo, sans l'appui de manager, etc., n'est pas toujours aussi simple. C'est pour cela qu'elle décida en 2023 de rejoindre un bon ami à elle, Jay Park, avec qui elle avait déjà fait 2 collaborations par le passé. Une chose inattendue s'est alors produite quelques mois après la sortie du single Gum. Elle décide donc de quitter l'agence More Vision seulement 9 mois après avoir signé ce fameux contrat qui l'avait poussé à quitter P-Nation. Les explications sont assez floues et de ce que j'en déduis, Jessie n'avait sûrement pas autant de liberté et de facilité car elle avait refusé de faire la promotion de ce fameux single. L'intervalle entre la sortie fin octobre et de cette annonce en décembre me confirme cette théorie de mauvaise entente. On est actuellement mi-juin, le jour où j'enregistre, et elle est toujours sans agence, mais je suis persuadé qu'elle prend le temps de se concentrer sur ses objectifs afin de prendre le bon choix, surtout qu'elle sait que ses fans, les GBs, sont très fidèles à sa musique et à sa personne. Donc franchement, son retour, je pense qu'il va être fort apprécié. Surtout qu'elle a déjà fait 2 collaborations depuis qu'elle est partie de More Vision. Jusqu'à maintenant, ça a été très bon. Et je pense que le retour dans une agence avec un EP ou un album sera très apprécié par ses fans. Donc franchement, je croise les doigts pour elle. En tout cas, j'espère que ce genre d'exemple ne se reproduira pas pour la chanteuse Changha qui a récemment rejoint cette agence après avoir refusé de renouveler chez M&H Entertainment. Pour rappel, Changha a d'abord gagné en popularité en tant que membre du groupe temporaire IOI formé par le show de télé-réalité Produce 101 en 2016. IOI a rapidement captivé les fans avec des hits comme Dream Girls et Very Very Very, consolidant la place de Changha dans l'industrie musicale. Après la dissolution d'IOI en janvier 2017, Changha a fait sa carrière solo avec M&H Entertainment. Elle a fait ses débuts en juin 2017 avec le mini-album Hands on Me, dont la chanson titre Why Don't You Know a été un succès instantané. Ce lancement a marqué le début d'une carrière solo florissante, avec Changha démontrant sa polyvalence en tant que chanteuse et danseuse. Changha a continué de sortir des EP et des singles acclamés comme Roller Coaster en 2018, qui a solidifié sa réputation de star montante de la K-pop.
À la poursuite du succès, l'année 2019 a été particulièrement importante pour sa carrière grâce à la sortie du single Gotta Go. Cela lui a permis de remporter plusieurs prix et a largement élargi sa popularité. Ses efforts ont porté leurs fruits et elle a su répondre aux attentes du public lorsqu'on voit la quantité de projets effectués entre 2020 et 2021 avec des titres comme Stay Tonight et Play qui font partie de son premier album studio, Querencia. Album qui a d'ailleurs été salué par sa diversité musicale et sa production très soignée. Depuis son intégration dans l'agence de Jay Park, cela a marqué une nouvelle étape dans sa carrière, lui permettant de collaborer avec de nouveaux artistes et de bénéficier du soutien d'une structure qui a bien été établie dans l'industrie musicale. J'espère qu'elle continuera de s'innover et de captiver son public avec ses performances dynamiques et ses chansons accrocheuses. Sa transition de membre d'un groupe temporaire à une artiste de solo accomplie et son intégration dans une nouvelle agence témoignent de son talent exceptionnel et de sa détermination. Elle reste une figure incontournable de la K-pop, inspirant de nombreux jeunes artistes avec son parcours et ses réalisations. Il se peut qu'au fil du temps, pour X raisons, certains membres de groupe doivent quitter temporairement ou définitivement celui-ci. Et comme vous avez pu le voir depuis quelques années, la moindre polémique peut nuire à la carrière des idoles de K-pop, pendant quelques temps, ou définitivement. Ils peuvent être amenés à recevoir d'énormes critiques et d'une baisse de popularité, parfois pour des raisons complètement stupides pour moi, ou bien pour des histoires de couple, comme c'était le cas avec Karina de aespa et l'acteur Lee Jae-wook, qui ont d'ailleurs rompu à cause de l'ampleur médiatique. D'autres affaires ont fait l'objet de scandales très impactants pour des idoles. Jennie de NMIXX et Seojin de J-Idol sont des cas qui m'ont beaucoup marqué à l'époque. Elles ont vécu cela un moment au sein de leur groupe alors qu'ils étaient à leur apogée. Heureusement pour elles, l'arrêt brutal de leur carrière fut temporaire, mais cela a coûté leur place dans leurs groupes respectifs. Du coup, je vous explique brièvement l'histoire de Seojin, par rapport à ce fameux scandale qui la poussa à quitter le groupe en août 2021. Elle avait été accusée d'harcèlement scolaire envers des personnes, notamment proféré par une actrice Seo Shin-hye. Suite à cela, l'ex-membre de J-Idol avait publié une longue lettre d'excuses prouvant son innocence. Sans réel fondement, elle avait été écartée des activités du groupe pendant plusieurs mois pour ensuite partir, et au final, se rendre compte que cette affaire fut classée sans suite et sans conséquences judiciaires à son encontre. Après ce scandale, un long et dur hiatus avait pris place, avec j'imagine beaucoup de souffrance psychologique et peu de motivation. Elle avait disparu longuement de la sphère médiatique, sans donner de raison, causant beaucoup d'inquiétude pour ses fans. Au final, elle a su se créer une identité musicale fin 2023, en reprenant sa carrière solo en main. Depuis, elle apporte de la fraîcheur et de l'exotisme correspondant à son image. Seojin a beaucoup de gratitude envers l'appui de ses fans, qui lui ont permis de faire un retour bénéfique dans cette aventure, tout en maintenant sa notoriété à l'international. Pour Jennie, nous n'avons pas vraiment d'explication sur la raison de son départ. Cela reste étrange, surtout en moins d'un an d'activité. Même si elle a eu une courte activité en tant que membre de NMIXX, c'est assez triste pour les autres membres de se dire qu'elle aurait pu partager tout ce beau parcours avec elle. A l'inverse de Seojin, elle a été réactive sur son état de santé et a su rapidement rassurer ses fans. Nous avons dû attendre seulement un an avant de la retrouver sur la scène musicale. Elle a pour le moment sorti qu'un mini-album que j'ai d'ailleurs beaucoup écouté et encore maintenant à vrai dire. Et je pense que Jennie vise vraiment au-delà du marché asiatique depuis la sortie de son lead single Common, entièrement en anglais. Tout comme Seojin, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour les années à venir afin de continuer sur cette belle lancée. Franchement, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil sur leur discographie, car elles valent vraiment la peine de s'y intéresser. Et j'en profite aussi pour dire que des exemples comme ceux-là, il y en a beaucoup franchement, et c'est vraiment désolant de se rendre compte que ce soit des groupes connus ou non, c'est toujours frustrant de se questionner sur les raisons de leur acte, car cela pourrait vraiment être de la fainéantise, ou bien que ce soit trop dur, ou encore pire qu'il y ait des problèmes avec les agences et les membres, et franchement parfois c'est pas plus mal de ne pas savoir. Pour parler d'un autre scandale, on peut aussi citer celui de Wonho, ancien membre de Monsta X. Wonho a quitté le groupe Monsta X en octobre 2019 dans des circonstances tumultueuses. Son départ a été précipité par des accusations remontant à plusieurs années, touchant divers aspects de sa vie personnelle. Ces accusations incluent des allégations de dettes impayées et des rumeurs de consommation de marijuana, bien que Wonho ait nié ces affirmations. Afin de protéger le groupe Monsta X et éviter des répercussions négatives sur ses membres, Wonho a pris la décision difficile de se retirer. Peu après, Starship Entertainment, l'agence du groupe, a confirmé son départ et annoncé qu'ils coopéreront pleinement avec les autorités pour clarifier la situation. Suite à cette annonce, les fans de Wonho ainsi que ses collègues de Monsta X ont exprimé leur tristesse et leur soutien pendant cette période difficile.
Malgré ces défis, Wonho a rebondi en lançant une carrière solo réussie. En mars 2020, il a signé avec Highlight Entertainment, une filiale de Starship Entertainment. Depuis qu'il a rejoint cette agence, il a sorti plusieurs albums et singles, démontrant sa résilience et son talent connu dans l'industrie musicale. Les fans de Monsta X ont su démontrer leur amour malgré ses polémiques, car Wonho a toujours eu de bons classements musicaux, et franchement à chaque fois je trouve que personnellement c'était plutôt réussi. Il mérite vraiment cette célébrité, même si selon moi il est surtout connu pour ses photos assez séduisantes que nous connaissons tous par le biais des réseaux sociaux. Mais enfin bref, j'espère qu'il continuera vraiment sur cette lancée quand il reviendra de son service militaire. Depuis quelques mois, une chanteuse assez controversée a vu son image critiquée, avec en bonus une chute de popularité auprès de ses fans. Et pour cause, des rumeurs sur une relation avec un idol problématique. Mais sur cette polémique, j'y reviendrai plus tard. Vous connaissez certainement Bubble Pop et Red qui font partie des nombreux singles qui ont permis à la K-pop d'instaurer des concepts à la fois sexy et provocateurs dans l'industrie coréenne. C'est donc au tour de l'idol Hyuna d'avoir son analyse sur sa carrière assez complexe et mémorable. Depuis ses débuts en tant qu'idol, elle a eu un parcours très mouvementé et cela dès ses débuts. Ayant commencé en 2007 avec Wonder Girls, elle a participé aux promotions de 2 singles avant de quitter le groupe en 2008 à la suite d'une pathologie impactant énormément ses activités, telles que des évanouissements et des douleurs abdominales. Ses parents et elle ont pris la bonne décision lorsqu'on remarque le succès de l'artiste quelques années plus tard au sein d'un autre groupe sous Cube Entertainment, 4 Minutes. De 2008 à 2016, elle a enchaîné les comebacks tout en cumulant une carrière solo qui a commencé en 2010. Elle est l'une des artistes les plus productives de sa carrière, car elle a également fait partie de plusieurs sous-unités comme Troublemaker avec Hyun Seung de Beast. Il y a aussi eu le groupe Triple H avec 2 membres de Pentagone, V et Idwan avec un EP en 2017 et un autre en juillet 2018. Après la sortie du second et dernier EP de ce groupe, Yana et Idwan ont officialisé leur couple, ce qui n'a pas plu aux yeux de l'agence vu la tournure médiatique que cela avait pris. Ils ont dû quitter Cube Entertainment quelques mois après, sans donner de réelles raisons, même si on suppose que l'agence a mis une pression au jeune couple selon moi. Yeon a eu beaucoup de chamboulements dans sa vie, que cela soit personnellement ou professionnellement parlant. À la suite de ces années chargées en émotions, elle s'est pris une petite pause bien méritée avant de rejoindre P-Nation de janvier 2019 à août 2022. De grandes inquiétudes s'étaient instaurées concernant la santé et les activités de l'artiste. Elle était assez discrète sur les réseaux sociaux et le peu d'apparitions médiatiques faisait réagir ses fans à cause des changements physiques de la chanteuse. Cela remettait en question sa santé mentale lorsqu'on voyait sa perte de poids et les multiples tatouages qu'elle avait fait durant cette période. Elle a toujours été différente, en cassant énormément de codes de standards de beauté de la société coréenne. Je pense qu'elle avait besoin de prendre soin d'elle-même en faisant des activités qui lui permettraient de vider son esprit. Son retour tant attendu par ses fans a été réalisé en mai 2024 avec l'EP Attitude sous l'agence Art Aria qu'elle avait rejoint fin 2023. Elle a pris le temps qu'il fallait pour préparer comme il se doit ce comeback plus mature et varié. Concernant la polémique autour de cette fameuse relation entre Young Jung-young et elle. Pour rappel, il avait été accusé de faire partie du groupe très critiqué par leur acte grave du Burning Sun auprès des jeunes femmes. Malgré ses excuses publiques niant avoir participé à ces actes impardonnables, je ne conçois pas ce type d'accusation dont il a été accusé, d'où le fait de cette colère des fans de K-pop autour de cette relation. A ce jour, nous ne savons toujours pas si cette relation existe toujours, mais je trouve pas personnellement de raison à la détester, dans le sens où ce n'est pas elle qui a été accusée de ces actes difficiles à pardonner. Que cela soit récent ou non, il est difficile pour autrui de faire confiance à nouveau à ce genre d'individu. Nous ne connaissons pas non plus la réalité des faits, sachant qu'il n'était pas auteur de ces vidéos, etc., d'après ses justifications publiques. Pour conclure sur mon point de vue autour de cela, je suis assez perdu sur les raisons de cette relation, car ce n'est pas vraiment le type de relation que j'imaginais avec Hyuna, parce que quand on analyse son image, son caractère ainsi que ses opinions plutôt féministes, c'est pas vraiment ce que j'imaginais. À présent, c'est sa vie et sa carrière qui sont en main et je respecterai son choix au risque d'être déçu et jugé par mon opinion. Je continuerai d'apprécier sa musique tant que la gravité de ses actes futurs ne seront pas similaires et graves que ceux de Young Jung-hyun dans l'affaire du Burning Sun. Quand on analyse le succès de la K-pop à l'international, cela donne forcément envie aux agences de créer des projets musicaux uniquement en anglais pour le marché américain. D'autres artistes ont voulu tenter une carrière aux États-Unis. Je vais vous en citer plusieurs en espérant vous faire découvrir des sorties musicales qui, selon moi, méritaient davantage de reconnaissance. Le plus mémorable selon moi, c'est celui de Wonder Girls avec Like Money en 2012, en collaboration avec un chanteur très populaire à l'époque, Akon.
NCT 127 a réalisé plusieurs chansons en anglais et des collaborations avec Ava Max ou bien Lay de EXO avec Jason Derulo sur Let's Shut Up and Dance en 2019. Il y a aussi Tiffany de Girl Generation, Sia de 21, Jackson Wang de GOT7 et même Amber de FX qui ont sorti des titres entièrement en anglais afin de conquérir le marché américain. Pour certains, cela a plutôt bien fonctionné ces dernières années grâce au succès du phénomène. Une artiste qui s'est lancée sur le marché US bien avant que BTS explose dans les charts et dans le monde entier, c'est notre chère CL. Elle fait partie de la liste d'artistes qui a eu du mal à trouver son public. Cependant, elle a eu de belles opportunités de collaboration à l'international, même si sa carrière n'a pas pu s'aboutir que cela, alors qu'elle avait un fort potentiel pour créer des tubes avec des DJ comme David Guetta ou encore Diplo. Je trouve cela aussi dommage que son début de carrière aux US n'ait pas eu plus d'impact. Heureusement pour elle, son dernier album sorti en 2021 a eu beaucoup plus d'intérêt auprès du public. Pas mal de promotions pour les singles de l'album, plusieurs apparitions aux émissions américaines ainsi que plusieurs MV avec du budget. L'agence et elle ont fait le maximum pour que ce retour tant attendu parvienne à satisfaire ses plus anciens fans, mais surtout de marquer la nouvelle génération du fait de sa longue absence. Durant cette période, elle va même jusqu'à faire 2 concerts en France. Elle a fait partie de la line-up du Main Square Festival d'Arras en juin 2022, ainsi qu'un court passage lors du Make Festival en février 2023. Pour conclure sur les artistes qui ont voulu acquérir une certaine notoriété en dehors de l'Asie, j'ai à la fois apprécié et été agacé par les labels américains qui ont juste voulu s'intéresser à des grands groupes de K-pop pour avoir un peu plus de business. En revanche, ce que j'ai aimé, c'est la qualité de ces collaborations entre les iconiques featuring de BTS avec le DJ Steve Aoki par exemple, ou même avec Nicki Minaj, ou bien encore d'autres artistes comme Momoland par exemple, ou Wassa avec Dua Lipa, Red Velvet avec Ellie Goulding. Il y a tellement d'autres artistes aussi qui ont fait des featuring avec des artistes internationaux et je trouve ça vraiment très cool. La liste des collabs avec des artistes internationaux est très longue mais très enrichissante par sa variété de styles permettant de toucher un large public. La plupart ont plutôt bien marché et ont permis aux artistes de K-pop de se faire une place dans les charts internationaux, mais surtout de développer de nouveaux fans qui n'avaient pas l'habitude d'écouter de la K-pop, comme c'était le cas avec Sarah Candy de Lady Gaga et Blackpink, ou bien Ed Sheeran avec Sunmi et Jessie sur Shivers. Un détail qu'il fallait bien prendre en compte, c'est que quasiment toutes les musiques sont pour la plupart américanisées, soit c'est des feats sur des chansons déjà existantes, ou bien c'est des nouvelles compositions mettant en avant la langue coréenne, même si l'anglais prend majoritairement la place. En tout cas, cela permet principalement de faire découvrir la langue coréenne sous une forme plus agréable, avec l'appui des artistes mondialement connus pour donner une meilleure image de la K-pop. Et si je vous parlais maintenant d'un groupe de K-pop qui a réellement impacté le monde entier, Girl Generation. Girl Generation est un nom connu par tous les fans de K-pop. Ayant commencé en 2007 avec Into the New World, ce groupe a permis d'ouvrir les portes de la musique coréenne auprès de pays étrangers. C'est d'ailleurs le premier groupe de K-pop qui a intégré des photocards dans les albums physiques en Corée du Sud. On les remercie d'ailleurs pour ce concept qui influence davantage nos dépenses de photocards pour les différents groupes qui suivront. Au cours de leur carrière, elles ont enchaîné les albums avec des chansons ayant permis à la K-pop de se faire connaître durant les années 2010 et sont encore source d'inspiration pour les nouveaux idoles. Mais c'est en 2014 qu'arrive le premier chamboulement dans l'histoire du groupe. Jessica, une des membres la plus populaire et mise en avant, décide de quitter Girl Generation. Le groupe ne s'arrêtera pas pour autant et continue à 8 membres. Puis c'est en 2017 qu'elles réalisent leur dernier comeback à 8 avant le départ de Tiffany, Soyoung et Soyeon pour leur carrière solo dans d'autres agences. Tiffany a fait d'excellentes sorties musicales aux US entre 2018 et 2019. Cela ne fut pas très révélateur pour elle aux yeux américains, mais toujours suivi par les fans de SNSD, les Sound. Pendant ce temps, les autres membres se sont plutôt concentrés sur des carrières d'actrices. Se réunir à 8 quand on est dans différentes agences s'avère être une tâche compliquée. C'est pour cela qu'en 2018, on a le droit à la sous-unité Girl Generations OGG avec les membres restants sous SM Entertainment. Yuna, Yoyeon, Yuri, Taeyeon et Sunny ont fait un excellent comeback durant cette période. Après plusieurs années d'inquiétude et d'énervement que les fans ont su exprimer sur les réseaux sociaux vis-à-vis de l'agence, les 8 membres ont fini par réussir à se réunir en 2022 pour fêter leurs 15 ans de carrière avec l'un des meilleurs albums de leur discographie, Forever One. Girl Generations est donc un parfait exemple pour montrer qu'il est possible au groupe de continuer même en étant dans différentes agences. Étant l'un des groupes piliers de la K-pop et de l'affinité qu'elles ont entre elles, se retrouver était donc essentiel pour le plus grand plaisir des fans, mais surtout pour elles. La situation de SNSD est la même pour le talentueux groupe Mamamoo.
Cela handicape encore plus les membres pour coordonner leur planning respectif, sachant que 2 membres sont encore dans la même agence RBW Entertainment, mais 2 autres sont chacune dans 2 agences différentes. Depuis que Wihin a signé en 2021 dans l'agence The Live et que Waza est depuis 2023 sous P-Nation, les comebacks et les showcases se cumulent. Leurs plannings sont pour toutes les membres assez chargés, nous ne connaissons pas non plus les coulisses durant les négociations entre les agences, mais je pense que ça va être assez compliqué pour de trouver un arrangement. Mon avis là-dessus, c'est que les membres elles-mêmes ont décidé de profiter durant quelques années afin de promouvoir leur musique chacune de leur côté. Cela permet aussi de confirmer leurs compétences en tant qu'artistes solo, mais surtout pour souffler un petit coup parce que je pense que durant beaucoup d'années, les filles ont cumulé beaucoup de concerts, de réussites, et être sous les feux des projecteurs, ça peut être parfois compliqué pour certaines. Elles ont beaucoup été sur le devant de la scène, multipliant du coup les comebacks et une tournée mondiale dernièrement, dans l'année 2023, surtout aux US et en Asie. En dehors de leur apparition sur scène, le dernier comeback au complet date d'octobre 2022 et ça n'a malheureusement pas eu le même succès que les anciens titres qu'elles ont pu sortir. Je suis conscient qu'il y a eu beaucoup de contenu musical depuis 2021, sachant qu'en novembre 2020, elles avaient sorti un très bon mini-album, mais ce qui reste préoccupant, c'est le silence à propos de l'avenir du groupe à la suite de leur tournée. Le plus important est que les filles profitent à fond des tournées respectives, ainsi que des projets musicaux, permettant aux fans de les voir s'épanouir sur de la musique qui les passionne et qui leur correspondent à 100%. Même si nous avons eu la chance de voir Wassa au MIK Festival et Mamamoo au Music Bank, les agences respectives des membres solos ne les font pas passer pour leurs concerts en France. Et ça, on leur en veut un petit peu. Pour terminer sur le sujet des complications pour se réunir quand on n'est plus vraiment dans la même agence, etc., c'est que certains idols sont prêts à revenir sur le devant de la scène malgré les années passées, tout en prenant compte du risque d'échec de ce retour, quand on prend compte par exemple des fans qui ne suivent plus vraiment le groupe, ou que la nouvelle génération ne connaît pas du tout le nom du groupe. Enfin bref. Des groupes comme T-ara ont eu l'expérience, tandis que des groupes comme Exide ou bien Kara ont réussi avec brio ce retour très attendu par leurs fans. Personnellement, depuis les rumeurs de réunion entre les membres de 2NE1, je suis plus que patient à l'idée de les revoir. Vu la hype qu'elles avaient créée lors de leur apparition à Coachella en 2022, je suis persuadé qu'elles seront très bien accueillies, ne serait-ce que pour un single pour fêter leurs 15 ans d'existence. À cause des longs hiatus, certains groupes et artistes finissent par se faire oublier à cause des nouvelles tendances. Au début de cela, il se peut qu'à leur retour, ces groupes perdent en popularité. Comme vous le savez tous, les membres de Luna ont réussi à quitter leur agence après une longue route remplie d'obstacles juridiques et médiatiques. Suite à cela, les membres ont chacune pris des voies différentes. L'agence a mis des bâtons dans les roues pour les droits d'auteur de noms des groupes et de possession des chansons. Certains se sont réunis pour continuer les sous-unités du groupe comme Odd Eye Circle, ou bien de former une nouvelle unité comme l'Ensemble avec 5 membres de Luna. Certains membres comme Hive, Chu et Heejin ont décidé de créer des projets solo entre des mini-albums et une tournée américaine concernant Chu durant sa carrière. Malheureusement, l'impact de ces sorties musicales n'a pas vraiment franchi la frontière en dehors des fans, alors que pourtant, chaque activité des membres de Luna ont eu de bons classements musicaux. J'espère que la tournée de ARTMS sera plus réussie que celle de Odd Eye Circle qui n'avait pas vraiment eu un franc succès. Personnellement, j'ai adoré chacun des projets musicaux post-Luna. Les diverses agences et les membres de Luna ont fait du bon travail. L'essence musicale du groupe s'est bien répartie tout en permettant d'ajouter leur touche personnelle aux nouvelles directions artistiques. Des chansons comme Sensitive de l'Ensemble ou bien Je ne sais quoi de Odd Eye Circle méritaient beaucoup plus de succès. Je vous invite d'ailleurs à vous intéresser à ce que chaque membre fait désormais car il y a beaucoup plus de projets en groupe et que ça soit groupe et solo, c'est vraiment varié. Depuis la fin de Luna sous BBC, franchement, on est bien gâtés. Pour ceux qui n'avaient pas vraiment suivi les polémiques autour de cette cruelle agence, en résumé, ils ont maltraité et sous-payé les membres tout en essayant de mettre un maximum d'obstacles pour la poursuite de leur carrière respective. Ils ont donc été sans scrupules à voler le moindre sou vis-à-vis des filles. Suite à tout cela, mon opinion autour de la baisse de notoriété des membres était prévisible. Ces histoires ont dû diviser les fans et leur faire perdre l'engouement autour du groupe. Certains ont préféré suivre les activités de leurs membres favoris et non celles des autres membres. Même si leur identité musicale reste assez proche de celle de Luna, ces nouveaux styles ne plaisent peut-être pas aux nouveaux et aux anciens orbites. Nous n'en saurons malheureusement pas plus, mais je trouve cela dommage que l'identité musicale si unique et originale du groupe se soit brisée. En tout cas, je continuerai de soutenir les membres, surtout qu'elles n'ont fait aucun sans faute à ce jour. Dernièrement, c'est Artemis et Yves qui ont sorti des albums travaillés en prenant le temps qu'il faut et des promotions à la hauteur de leur talent.
Les problèmes budgétaires ont malheureusement un impact majeur sur l'avenir des groupes. Il se peut que des labels peuvent se faire acheter par des grosses entreprises, comme c'était le cas pour Source Music, l'agence de Different, qui s'est fait racheter par Hybe Corporation en juillet 2019. Ils ont aussi acheté Play This Entertainment, celle de Seventy. Cela permet à ces agences d'avoir une seconde chance et de meilleurs budgets pour continuer les activités des artistes dans les meilleures conditions possibles, à l'inverse de BBC Entertainment, l'agence de Luna. Les membres de Different n'ont pas eu le choix de continuer sur cette direction. Les comebacks étaient iconiques et ont parfaitement conclu la carrière du groupe. En effet, elles ont pris la décision de ne pas renouveler leur contrat en mai 2021, après seulement 3 comebacks depuis le rachat de l'agence. Yuju et Yirin ont débuté en solo, mais sans réel succès. Par contre, Shimbi, Eunji et Hunna ont formé le groupe BBC, notamment connu pour ses tubes comme Bop Bop et Maniac. Quant à la leader du groupe, Kim So-won, elle a décidé de se lancer dans une carrière d'actrice. Celles qui s'en sortent le mieux actuellement sont les membres de BBC. Elles vont d'ailleurs entamer leur première tournée mondiale, qui est plus que méritée. Le prochain comeback risque d'être décisif pour leur carrière si elles veulent continuer d'accroître leur fandom. Nous allons passer à un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Je présume que parmi ceux qui nous écoutent, beaucoup d'anciens pensent comme nous. Alors, par contre, quand je dis anciens, c'est le fait d'avoir découvert la K-pop dans les années 2010-2015. Me rapprocher de la trentaine m'effraie un petit peu, alors on va rester un peu dans la Delulu era. Je préfère vraiment vivre dans le déni. Bref, on va se reconcentrer de nouveau sur ce que nous voulons aborder, c'est-à-dire les piliers de la K-pop. En effet, la K-pop est un genre musical en constante évolution, avec de nouveaux groupes qui émergent régulièrement, attirant l'attention des fans du monde entier. Cependant, cette dynamique a conduit certains nouveaux fans à perdre de l'intérêt pour les anciens groupes qui ont autrefois dominé la scène. Il y a aussi des artistes solos qui continuent leur activité musicale, et cela après 20 ans de carrière. Des icônes très populaires de la Corée du Sud sont toujours suivies par le public, comme c'est le cas pour Kim Yeon-sun et Hong Jung-hwa. Elles ont d'ailleurs participé dans un programme de divertissement à succès en 2023 sous le nom de Dancing Queen on a Road. On y retrouve comme participants les meilleures chanteuses et de danse de K-pop faisant le tour du pays sous forme de tournée en réalisant des prestations et des reprises populaires des chansons de Corée. Pendant plusieurs mois, elles étaient aux côtés de figures emblématiques et vous connaissez sûrement, il y avait Lee Yuri, Hwasa et Boa. En revanche, au vu de l'arrivée en masse de groupes et d'artistes en solo, quelque chose de prévisible va donc se passer. Il s'agit malheureusement de la disparition progressive d'icônes importantes des dernières décennies, malgré des activités et des promotions musicales dans les émissions. Si vous pensez comme moi, je pense qu'on est tous d'accord que Boa est une incroyable chanteuse. Malgré des comebacks de qualité, elle renouvelle constamment son style musical et son image. Elle fait des collaborations et elle a une place très importante au sein de la unité Code the Beat de la SM Entertainment. Notre cher Boa ne fonctionne plus vraiment comme avant, les charts musicaux ne sont plus trop de son côté et sa musique ne marque plus vraiment l'esprit des K-pop stans, en particulier la nouvelle génération. Je l'aime énormément et de savoir qu'elle voulait prochainement prendre sa retraite me désole beaucoup. Elle s'est énormément battue au cours de sa carrière et a permis d'ouvrir énormément de portes aux nouvelles générations par rapport aux sources d'inspiration ou aux styles musicaux. Et je ne vois pas pourquoi elle n'intéresse pas la nouvelle génération. Elle n'est pas non plus si âgée que ça, au vu de sa carrière vers 13 ans. Ah ouais, elle avait commencé vers 13 ans, maintenant elle doit en avoir à peu près 37. Donc ça va encore, je trouve. C'est pas non plus un fossile, mais bon. La SM Entertainment a plus ou moins rempli sa part du contrat en lui donnant du budget pour ses projets. Mais cela ne suffit plus vraiment apparemment. Elle a peut-être d'autres projets en tête, comme le cinéma, ou bien de fonder une famille, car rien n'est jamais trop tard. Encore une fois, nous n'avons pas le contrôle sur ce genre de situation et nous ne pouvons pas forcer les auditeurs à s'intéresser plus que cela à des artistes comme Boa. Le plus triste dans tout cela, c'est de voir la chute d'une carrière aussi riche et influente que la sienne, et vraiment douloureux pour elle et ses fans. Comme dans tous les domaines de l'art et du divertissement, il y a des petites merveilles qui ne sont pas connues pour leur juste valeur. Il y a donc de l'injustice, entre guillemets, sur la notoriété de tel ou tel artiste dans la musique. Cela est donc évident que des critères comme par exemple la notoriété du label, un style musical qui est tendance ou bien par la pluie médiatique de la promotion de la musique, et ben dans la K-pop on reste parfois dans le déni et en même temps dans l'incompréhension lorsqu'on voit tous les groupes qui n'ont pas eu le temps de briller au cours des dernières décennies. Ce que je vais aborder maintenant est le chapitre final de l'épisode et ce qui va être dit est assez difficile à faire comprendre aux agences. Je m'explique. Je pense pas que vous serez contre mon avis, mais que cela soit sur le marché
Américains, européens et asiatiques, chaque label a sa façon de travailler avec ses artistes et d'utiliser le budget à leur bon vouloir. Certaines agences de K-pop n'ont pas toujours l'appui des actionnaires, etc., qui permettent à nos groupes favoris d'avoir autant de budget et une équipe de prod vraiment qualitatif. En revanche, cela n'est pas une raison pour les agences de négliger ces groupes en leur donnant le minimum d'activité et de nous proposer des formats tels que des singles ou bien des single albums tous les ans, voire tous les 2 ans. Lorsque je vous dis cela, j'imagine que le premier groupe qui vous vient en tête, c'est Everglow. Je suis d'accord sur le fait que cela a un coût financier énorme avec une production nécessitant du temps et une équipe expérimentée, mais je suis quasi sûr qu'il y a toujours une solution pour remédier à cela. L'agence aurait pu donner une liberté sur YouTube par le biais de faire des covers ou bien de voir auprès des K-dramas afin de collaborer pour des OST histoire de montrer un peu que le groupe ne va pas se séparer. Je continue sur le cas de Everglow, car j'ai vraiment l'impression que l'agence ne prend pas en considération l'avis des fans et encore moins celui des membres. Elles arrivent à faire une excellente tournée avec des salles qui sont plus ou moins remplies, elles font de très bons classements et streams, mais elles continuent de faire les aveugles sur l'impact du groupe. Ce qui m'a le plus agacé, c'est de voir le long hiatus entre 2021 et 2023. La notoriété du groupe a beaucoup baissé à cause du choix de l'agence, alors que le groupe était à son pic de popularité. Elles avaient enchaîné d'excellents projets musicaux, dont l'iconique Ladida, qui continue d'être écouté par les fans de K-pop. À ce jour, des situations similaires à celle de Everglow, il y en a pas mal. Parmi eux, il y a des groupes que j'apprécie énormément. Et comme d'habitude, ce sont des no-go groupes. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition de cela, ça correspond à un groupe qui n'a pas beaucoup de popularité, voire pas du tout, et qui fait partie des petites agences, du coup pas beaucoup de promotion, etc. Pour terminer sur le sujet, avant de conclure sur l'épisode, je vais vous citer 2 groupes qui m'inquiètent beaucoup ces derniers temps. Je commence par WGSN, créé en 2016 grâce au label Starship Entertainment et à un label chinois Yuhua Entertainment. Le comeback le plus récent était Last Sequence en juillet 2022, ce qui fut d'ailleurs le dernier projet musical au complet suite à une annonce qui était prévisible, celle de l'expiration des contrats. C'est donc en mars 2023 que 5 membres ont mis fin à leur activité de groupe au sein de la compagnie. Ce qui peut être rassurant, c'est de savoir que 8 membres restent sous contrat. Et depuis cette annonce, le dernier projet musical à cette date, c'est la sortie du single album de la membre Seola en janvier 2024. Il a d'ailleurs eu un plutôt bon accueil et en comparaison, il s'est mieux vendu que le dernier EP de la chanteuse Hyuna. On peut donc comprendre que l'agence Starship a mieux à faire que de se focaliser sur Uju Sonyo et préfère se concentrer sur Hive, qui cumule les réussites et font de très bonnes ventes. C'est vraiment du gâchis venant de cette agence qui n'a pas fait d'effort de promotion après leur victoire durant la saison 2 de Queendom, alors qu'elle sait très bien que le fandom est très fidèle aux diverses activités et sous-unités du groupe. Je vous partage donc une dernière analyse de groupe, celle de Wikimiki. C'est le même schéma que Uju Sonyo, manque de promotion et absence d'informations sur les actualités des membres. Heureusement qu'Instagram existe afin de voir qu'elles sont toujours en vie. L'une de mes chansons préférées, c'est justement le dernier comeback qui commence à dater maintenant, la chanson Siesta, accompagnée d'un EP sorti en novembre 2021. Leur agence Fantasio ne s'est jamais vraiment préoccupée de ce groupe-là. La seule chose qu'elle a su faire de bien depuis ce comeback, c'est de faire débuter en septembre 2022 Yoo Jong avec un single album sympathique, mais rien d'impressionnant à l'époque, et d'avoir créé un lightstick. Je suis content pour elle, surtout que cela fait un moment qu'elle est dans l'industrie, car avant de faire partie de Wikimiki, elle faisait partie de l'iconique groupe IOI, avec Changa, Somi, etc. Et également Doyeon, qui est aussi dans Wikimiki. Et là, on apprend quoi? Après 3 ans sans comeback, leur agence annonce que le groupe va se séparer après un dernier single. Et il s'agit vraiment des fans et de la totale négligence envers les filles. Je penserais même qu'il y a plutôt une espèce de malédiction autour de IOI. J'ai l'impression que tous les groupes issus de IOI finissent par perdre du succès ou disband, malheureusement. En bonus, sur la fin de ce chapitre, je tenais juste à maintenir mon opinion JYP et le fait qu'ils ont saboté la carrière de ITZY. J'exagère un peu, mais je ne comprends toujours pas les raisons de l'agence à avoir cassé le concept du groupe et d'avoir diminué la qualité des comebacks depuis Sneakers. Ce changement de direction artistique a été critiqué par les fans, surtout quand on voit la déception et l'incohérence entre les concepts photos de Checkmate et le single Sneakers. J'ai eu du mal à apprécier la chanson, cela n'est pas un coup de cœur pour autant, mais les comebacks qui ont suivi ont eu beaucoup de mal à faire remonter la cote du groupe. Ils sont bien, mais encore une fois, cela n'est plus à l'image du concept si unique de ITZY. Mais le récent comeback avec Born to Be, elles ont commencé à regagner davantage cette popularité parce qu'elles retournent vers un concept un peu plus fort qu'elles avaient à l'époque. Vous allez sûrement me dire qu'à l'inverse, Twice ont eu un changement radical dans leur concept avec Fancy, mais comparez ces deux singles,
est impossible sur plusieurs plans, n'ayant pas besoin d'être débattu vu qu'on sait tous que Twice ont continué de battre des records et de remplir de grandes salles de concert. Heureusement pour ITZY et le compte bancaire de JYP Entertainment qu'en 2024, elles ont su revenir avec un retour plus travaillé et qui a su répondre à l'attente des fans, même si l'IA manque à l'appel. Le retour du groupe à 5 sera d'autant plus apprécié que la tournée mondiale du groupe, qui au passage a permis de se faire à nouveau apprécier par les fans de K-pop. En tout cas, le concert en France était sold out et vraiment dingue. Et je croise les doigts pour que le reste de la tournée mondiale se poursuive sans problème. Ça y est, c'est sur cette dernière analyse de groupe que nous terminons cet épisode. Une éventuelle partie 2 pourrait être préparée à l'avenir si des situations d'artistes que vous appréciez n'ont pas été citées. J'espère que vous avez mieux compris certaines choses et que certains artistes cités vous auront interpellé pour les découvrir de votre côté. Au fait, nous avons d'ailleurs réalisé une playlist Spotify en mettant nos chansons favorites des artistes présentés durant cet épisode. On se donne donc rendez-vous d'ici quelques semaines pour un épisode assez différent de celui-ci. N'hésitez pas à nous donner votre impression sur Instagram, Twitter, TikTok. N'hésitez pas à nous faire vos retours. En tout cas, nous sommes très reconnaissants que vous avez pris le temps d'écouter notre podcast. On vous dit à très vite.